Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une guerre. Si la guerre de 100 ans est très connue, la guerre des 100 jours entre le Salvador et le Honduras en 1969 est beaucoup moins célèbre. Et c'est surprenant puisque le déclenchement du conflit est dû à un match de foot, même si la cause est bien plus profonde qu'un simple affrontement sportif. Vous voulez en savoir plus sur la guerre des 100 heures? Venez avec moi. Malgré leur proximité géographique, le Salvador et le Honduras, deux pays voisins d'Amérique centrale, connaissent des conditions démographiques très différentes. Le Salvador, au sud, a une faible superficie, mais est surpeuplé, 4 millions d'habitants au moment de la guerre pour 23 000 km². Le Honduras au nord est le plus grand, moins peuplé, 3 millions d'habitants pour 120 000 km². Et donc beaucoup moins dense, 7 fois moins que son voisin. Dans les deux pays, la répartition des terres est très inégale. En 1960, au Salvador, 0,1% des propriétaires possèdent 16% des surfaces et 2% de la population, 60% des terres. Alors que la moitié des exploitations avaient une surface inférieure à 1 hectare. Il existe donc au Salvador de nombreux paysans sans terre qui migraient en fonction des saisons. Cette inégalité dans la répartition des terres posait aussi des problèmes de choix économiques. Alors qu'une partie de la population avait des difficultés pour se nourrir, l'agriculture était tournée vers l'exportation, ce qui favorisait les plus riches. Le manque de terre et leur mauvaise répartition entraînent un exode des Salvadoriens vers les villes ou vers le Honduras. 300 000 personnes au total franchiront la frontière. Au fil des années, la situation devient tendue au Honduras entre les grands propriétaires, les paysans et les immigrés salvadoriens. Une réforme agraire de 1968 au Honduras renforce le pouvoir des grands propriétaires et vise les immigrés qui pourtant offraient une importante main-d'œuvre. En plus de ces problèmes bien réels, les dirigeants des deux pays, en manque de popularité et de légitimité, leurs élites économiques et les médias manipulent les faits pour les rendre d'une intense gravité. On parle alors d'invasion, de crimes contre l'humanité, d'espionnage et de violation d'espace aérien. Tout pour échauffer les esprits. La tension est alors palpable quand arrivent les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Salvador et le Honduras jouent les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde de foot qui devait se dérouler l'année suivante au Mexique. L'une des rencontres avait lieu dans la capitale du Honduras, alors perturbée par une grève des enseignants. Pour attirer l'attention sur leurs revendications, les grévistes avaient semé des clous sur la chaussée. De certains quartiers, des pneus furent crevés et les footballeurs salvadoriens en visite en furent notamment les victimes. Se sentant personnellement visés, ils se lancent en insultes contre les Honduriens. Sans doute en représailles, toute la nuit précédente l'épreuve, l'équipe du Salvador fut empêchée de dormir par les partisans de l'équipe locale, qui cernaient l'hôtel où logeaient les joueurs adverses. Le lendemain matin, le 8 juin, épuisés par le manque de sommeil, les Salvadoriens perdent le match 1-0. Le but hondurien ayant été marqué à la dernière minute de jeu. Désespérée, Amelia Bolaños, une jeune salvadorienne supportrice de son équipe, se tire une balle dans le cœur. Le corps d'Amelia fut rapatrié, ses obsèques furent décrétées nationales et suivies par le président et le gouvernement du Salvador. Il faut souligner le rôle important joué par l'United Fruit Company, qui possédait une très grande influence. Les propriétaires terriens s'en prenaient violemment aux paysans salvadoriens, tant verbalement que physiquement. Les expulsés permettaient là aussi d'économiser une réforme agraire. Pourtant, l'augmentation des inégalités dans la répartition des terres venait surtout de l'expansion de l'agriculture commerciale des grands propriétaires terriens. Mais comme les revendications des paysans honduriens se faisaient insistantes, les élites préféraient orienter le ressentiment vers les Salvadoriens. Ainsi, la réforme agraire réalisée au Honduras en 1968 ne se fait pas contre les grands propriétaires terriens, mais contre les immigrés salvadoriens. La FENAGH exerce également une pression importante contre
l'INA, l'institut chargé de répartir les terres distribuées par les lois agraires. Cela déclenche à la fois une vive émotion au Salvador et l'opposition des immigrés, qui considéraient avoir le droit de conserver la terre qu'ils avaient contribué à mettre en valeur. Les travailleurs immigrés salvadoriens deviennent alors un enjeu pour les élites des deux pays. Tout d'abord, les Honduriens avaient l'impression d'être colonisés économiquement par les Salvadoriens. Une partie de la presse et de la classe politique propageait un fort ressentiment contre le marché commun centra-américain MCCA, inauguré en 1962. C'est en 1962, c'est le Honduras qui avait un solde positif. Dès 1965, les choses s'étaient inversées. En effet, le commerce du Honduras vers le Salvador stagnait, alors que dans le sens contraire, les exportations avaient quadruplé en 6 ans. De plus, le Salvador était plus industrialisé, et c'est lui qui exportait le plus de produits manufacturés. 70% de ces produits au Honduras provenaient du Salvador. Les Salvadoriens menaçaient également les Honduriens sur le marché de l'emploi urbain, car ils possédaient généralement de meilleures qualifications. L'image du Salvador conquérant face à un Honduras moribond nourrissait le ressentiment. D'autant plus que cette colonisation économique s'ajoutait à l'immigration des Salvadoriens du Sud. Pourtant, même avec ces déséquilibres, il est faux d'affirmer que le marché commun ait nui à l'économie hondurienne. Tout d'abord, on estime à 1,3 point de croissance du PIB annuel hondurien l'apport induit par le marché commun, même si cet apport est de 1,8 pour le Salvador. De plus, le MCCA a permis aux deux pays d'être plus indépendants vis-à-vis des États-Unis. Le match retour prévu le 15 juin 1969 au Salvador fut mis sous haute surveillance par l'armée. Mais l'équipe du Honduras vit d'abord son hôtel incendié. Il n'y eut aucune victime et dut déménager pour un autre hôtel. Là, elle fut soumise par les Salvadoriens au même régime de privation de sommeil qu'elle a subi au match aller. Escortée par la police, l'équipe épuisée gagne le stade et perd le match 3-0. En outre, les Honduriens qui avaient fait le voyage pour assister au match furent molestés et les échauffourées, voitures incendiées, fenêtres brisées, hôpitaux débordés, causent la mort de 2 personnes. L'équipe de foot peut regagner son pays sans encombre, mais la frontière fut fermée. Apprenant les faits, les Honduriens cherchent à se venger et s'en prirent aux résidents salvadoriens. Il y eut des morts et des blessés. Le gouvernement ne fait rien au début pour empêcher les exactions, avant que la violence ne finisse par paralyser la capitale pendant 2 jours. Seule la fatigue des émeutiers met fin aux exactions. Les deux pays ayant chacun gagné un match, ils doivent encore s'affronter au Mexique le 26 juin afin d'être départagés. Des deux côtés de la frontière, journaux, radios, télévision continuent de verser de l'huile sur le feu, faisant appel à la fierté nationale. L'activité économique avait pratiquement cessé dans les deux pays, alors que la passation pour ces faits gagnait toute l'Amérique centrale. Le match disputé à Mexico dans une atmosphère d'émeute fut remporté par le Salvador 3-2, mais les troubles ne cessent pas. Hommes molestés, femmes violées, quelques morts, hôpitaux une fois de plus débordés. Le Honduras accuse les arbitres de malhonnêteté, les joueurs adverses de tricherie. On échange des calomnies des deux côtés et cela gagne les gouvernements. Le président salvadorien craignant d'être renversé par les militaires si jamais il paraissait faible. Ainsi, il met en place une propagande pour amplifier les escarmouches en transformant des affrontements d'une douzaine d'hommes en combats importants avec au bout des victoires triomphales. Le 4 juillet 1969, le vice-consul du Salvador est assassiné et les relations diplomatiques s'arrêtent entre les deux pays. Le 14, un avion du Salvador largue les premières bombes sur la capitale du Honduras. L'armée du Salvador compte 8000 hommes bien entraînés et disposant d'un matériel moderne. Mais elle n'a que 11 avions. L'armée du Honduras n'a que 2500 hommes mal organisés et mal armés, mais compte 23 avions de meilleure qualité. L'armée du Salvador lance des offensives et avance de 8 km. Le 15 juillet, la capitale provinciale de Nueva Ocotompec est prise.
Elle voudrait avancer plus loin, mais son aviation est abattue et la supériorité aérienne hondurienne leur permet de détruire les dépôts de munitions et de carburant de l'ennemi. La guerre commence et allait durer 100 heures. L'armée de terre salvadorienne était supérieure en nombre, 8000 hommes, et en armement, fusils allemands modernes et pièces d'artillerie de 105 mm. Alors que son homologue hondurienne, mal organisée, était plus faible en personnel 2500 hommes et en armes vieux fusils américains. L'aviation hondurienne, au contraire, 23 avions de combat type Corsair, était supérieure à l'aviation adverse 11 avions de type Mustang. Le 19 juillet, sous la pression de la communauté internationale, le Salvador se retire. Elle provoque environ 3000 morts, 15 000 blessés et le retour forcé au Salvador de 60 000 à 130 000 des 300 000 émigrés salvadoriens au Honduras. Comme on l'a vu, la guerre des 100 heures est un conflit qui oppose le Salvador et le Honduras en juillet 1969. Elle est surnommée guerre du football, même si le football n'a été que le catalyseur et non la cause profonde de cette guerre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.